Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la classe d'AGGSP. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons toujours nous intéresser à la notion de patrimoine, mais cette fois-ci sous l'angle de l'identification, la protection et la valorisation de celui-ci. Et nous allons voir que les interactions entre les sociétés humaines et leur patrimoine sont nombreuses. Dans son ouvrage, intitulé Patrimoine et tourisme, histoire, lieux, acteurs et enjeux, publié en 2011, le géographe français Olivier Lazzarotti exprime les idées préconçues dont le tourisme peut être victime, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine. Il écrit d'ailleurs ceci: les lieux les plus fréquentés sont aussi, dans la très grande majorité des cas, les mieux entretenus, s'ils ne sont les mieux préservés. La destruction ou simplement l'oubli de lieux du passé est bien plus fréquente faute de touristes qu'à cause des touristes. En effet, certaines villes comme Barcelone ou Venise font l'objet de dégradations liées au tourisme de masse, mais aussi de protestations de la part des populations résidentes dans ces lieux touristiques. En parallèle, les autorités locales ont récemment mis un frein au tourisme de masse. Par ailleurs, le cas de la cité antique de Palmyre en Syrie est tout autre. Auparavant très bien conservée, elle ne peut plus aujourd'hui être fréquentée par le tourisme international. En effet, Palmyre se situe dans une zone de guerre. D'ailleurs, la cité antique a subi des destructions irrémédiables en 2016 de la part du groupe État islamique qui ont suscité l'indignation du monde entier. On peut alors se demander dans quelle mesure le processus de préservation du patrimoine peut-il être source de conflits de diverses natures. Allez, c'est parti! Jalon 1. Urbanisation, développement économique et préservation du patrimoine. Paris entre protection et nouvel urbanisme. Le Paris historique est né dans l'Antiquité. Auparavant nommée Lutèce, cette cité représente très vite un carrefour d'échanges divers entre l'Europe du Nord et du Sud. Au Moyen Âge, Paris se développe à partir de l'île de la Cité. La monarchie française va rapidement en faire une des cités principales du pouvoir royal. Par ailleurs, les rois bâtisseurs aménagent, transforment Paris et l'embellissent de monuments comme Notre-Dame de Paris en 1345, le château du Louvre, bâti vers 1200 sous les ordres de Philippe Auguste. Après la Révolution au XVIIIe siècle et les nombreux actes de vandalisme qui l'ont accompagné, le patrimoine urbain devient un enjeu politique. Pourtant, le baron Haussmann n'hésite pas à détruire de nombreux vieux quartiers centraux de Paris, aux rues étroites et insalubres, pour les remplacer par un plan d'urbanisme moderne prônant l'hygiénisme et les boulevards aérés percés en ligne droite. Ces grands travaux ont eu lieu de 1853 à 1870 et commandés par Napoléon III, qui avait le désir de faire de Paris une capitale de la modernité. Cependant, en 1897, une commission du Vieux Paris est créée pour étudier le patrimoine local, défendre sa conservation et sa restauration. De nombreuses lois permettent ensuite de préserver le patrimoine urbain, comme la loi Malraux, du nom du Premier ministre des Affaires culturelles de 1959 à 1969 sous le général de Gaulle. En 1962, il instaure les plans de sauvegarde et de mise en valeur, pour passer de la rénovation de quartiers anciens, parfois insalubres, à leur réhabilitation sans démolition. C'est notamment le cas du quartier du Marais. Mais les grands projets de transformation urbaine, notamment au profit de la voiture, restent brutaux, comme sous le mandat de Georges Pompidou. Devant l'émotion des Parisiens, ils sont progressivement abandonnés. En 1991, les rives de la Seine sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Ainsi, les voies sur berge sont de plus en plus devenues des zones à mobilité douce, voire piétonne, dans une logique beaucoup plus éco-responsable. Par conséquent, en 2019, la maire Anne Hidalgo interdit la circulation sur les voies sur berge pour des raisons écologiques et de préservation du patrimoine. Ainsi, l'on comprend que la ville de Paris a très tôt acquis un patrimoine monumental lié à son histoire et qui a aussi très tôt fait l'objet de préservation. Parallèlement, la ville de Paris souhaite développer l'économie se rapportant au patrimoine. En effet, en valorisant ce dernier, celui-ci fait rayonner la ville à l'échelle internationale et attire de nombreux touristes. En 2018, elle est l'une des villes les plus visitées au monde avec plus de 20 millions de visiteurs étrangers.
Paris est une ville particulière car, à la différence de Londres ou de Berlin, elle n'a pas subi de destruction massive par incendie ou bombardement. Les transformations haussmanniennes lui confèrent un paysage caractéristique et homogène, prisé et parfois copié dans le monde entier. Cependant, des tensions apparaissent parfois entre valorisation économique, ce qui est une action d'amélioration d'un lieu ou d'un monument en vue de l'exploiter économiquement, et la sanctuarisation, qui est une action qui rend un espace sacré qui doit être protégé. Ce patrimoine est un atout économique indéniable, faisant de Paris la ville la plus visitée au monde. De nombreux projets architecturaux tentent de s'appuyer sur cette histoire en repensant l'utilisation de ce paysage patrimonialisé. Mais certains projets à forte portée symbolique peuvent entraîner des crispations. Ce fut le cas du Centre Pompidou, de la pyramide du Louvre ou même de la Tour Eiffel à la fin du XXe siècle, qui devait être démontée après l'exposition universelle de 1889. Certains artistes de l'époque, comme Émile Zola ou Guy de Maupassant, protestaient leur indignation dans une lettre ouverte s'opposant à la construction de la tour qui allait, selon eux, dénaturer le paysage parisien. Mais sérieusement, essayez d'imaginer 2 secondes Paris sans sa mythique tour, aujourd'hui. D'autres projets cherchent à atténuer la brutalité de choix urbanistiques passés, comme dans le quartier de Montparnasse. En 2018, la mairie de Paris s'engage à un projet de rénovation urbaine dans ce quartier. Ces choix cherchent toujours à stimuler le potentiel économique et surtout commercial de Paris. Mais des riverains et associations rejettent cette marchandisation de la ville et l'urbanisme trop moderne. La tension est forte entre intérêt public et intérêt privé, dans un contexte où la pression foncière, c'est-à-dire les prix de l'immobilier, n'a fait que se renforcer depuis la fin du XXe siècle. En effet, les quartiers touristiques sont très prisés et contribuent à la gentrification de l'espace. Sans compter que les activités touristiques ont un impact direct sur le coût de la vie quotidienne pour les résidents à l'année. Ils participent à faire grimper les prix des produits quotidiens. Ainsi, à travers l'exemple d'une mégapole comme Paris, nous avons pu mettre en avant les tensions qui existaient entre la volonté des acteurs politiques de valoriser économiquement le patrimoine dans une logique de rentabilité, parfois au détriment de la qualité de vie des résidents. Une autre tension existe aussi autour d'une part la volonté de rénover, c'est-à-dire améliorer en donnant une nouvelle forme, quitte parfois à détruire les monuments historiques, en vue d'orienter le lieu vers de nouvelles activités économiques plus rentables, et d'autre part, une volonté de réhabiliter, c'est-à-dire restaurer un élément du patrimoine sans destruction. Dès lors, nous allons nous intéresser à la fragilité du patrimoine dans le monde et aux risques de destruction auxquels il doit parfois faire face. Pour cela, nous allons nous intéresser au patrimoine malien qui depuis 2012 est en proie aux attaques de groupes djihadistes du Sahel. Jalon 2. La destruction, la protection et la restauration du patrimoine, enjeux géopolitiques. La question patrimoniale au Mali. Dès 750 est fondé un puissant empire autour de la région aurifère, c'est-à-dire qui contient beaucoup d'or, localisé à proximité du fleuve Sénégal. L'empereur, maître de l'or, profite du monopole des pépites d'or. Mais au XIIe siècle, des attaques berbères venues du nord du Sahara et une grave sécheresse due à la déforestation déstabilisent la région qui se morcelle en plusieurs petits royaumes. En 1235, Soundiata Keïta devient Mansa, c'est-à-dire roi des rois. Il fonde l'Empire du Mali et une nouvelle capitale, Niani. La richesse de cet empire vient du commerce avec les peuples arabes qui contribuent à diffuser l'islam et aussi de l'or. Au XIVe siècle, l'empereur Kanka Moussa développe de nombreuses villes au bord du Niger, notamment celle de Tombouctou, renommée encore aujourd'hui pour ses monuments, comme sa grande mosquée construite entre 1325 et 1327 et qui a la particularité d'être faite en terre cuite. Ces empires africains déclinent au XVIIe siècle suite à la découverte de nouvelles routes commerciales par les Européens permettant d'éviter le Sahara. Plusieurs peuples ont prospéré dans cet espace malien comme le peuple Dogon, réputé pour sa mythologie, ses statues et ses masques de cérémonie. De nombreuses œuvres d'art, le plus souvent conservées en Europe, témoignent encore aujourd'hui de ce riche patrimoine historique. Aujourd'hui, le patrimoine malien est encore au centre d'attentions diverses. Par exemple, le patrimoine de Tombouctou est inscrit depuis 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO et depuis 2012 dans la liste du patrimoine en péril. En effet, comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, tout patrimoine fait l'objet d'usages qu'ils soient sociaux ou politiques.
Ces usages engendrent des interactions et parfois des tensions entre les différents acteurs et les usages qu'ils souhaitent en faire. Mais le cas du patrimoine malien est particulièrement menacé, d'où son inscription en 2012 sur cette liste de patrimoine en péril. Le patrimoine malien est en péril depuis l'indépendance en 1960, notamment à cause du manque d'investissement chronique de l'État malien aux faibles moyens pour protéger, restaurer et mettre en valeur son patrimoine. Mais c'est surtout lors du conflit de 2012-2013 et de l'instabilité géopolitique qui en découle que le patrimoine a le plus souffert. Profitant de la rébellion des Touaregs au nord du pays, les djihadistes notamment d'Aqmi ou d'Ansar Dine, qui signifie défenseurs de la religion, ont pris de nombreuses villes comme Tombouctou, hébergeant des sites inscrits au patrimoine mondial, et ont entrepris de détruire cet héritage culturel considéré comme contraire à leur conception rigoriste de l'islam. Ainsi, ce sont mausolées, mosquées et manuscrits qui ont été détruits ou partiellement touchés. Par ailleurs, il faut comprendre que le patrimoine est pris ici pour cible pour répondre à des enjeux idéologiques. L'armée française avait libéré en janvier 2013 le nord du Mali de cette emprise djihadiste. De nombreux Maliens s'étaient mobilisés pour protéger et cacher des éléments patrimoniaux en danger. Et depuis, avec les équipes de l'UNESCO, ils participent à une entreprise de restauration et de sauvegarde. Une condition nécessaire pour relancer le tourisme et accompagner le développement du pays. En 2022, le président français Emmanuel Macron a engagé le retrait de la force Barkhane du Mali. Cependant, les menaces envers le patrimoine ne sont pour autant pas écartées. Le responsable de l'UNESCO au Mali a déclaré que Djenné, comme tous les 4 sites du patrimoine mondial du Mali, est en danger à cause des hostilités en cours. Ce n'est pas seulement la menace d'un conflit direct, mais la difficulté de mener l'entretien du crépissage annuel qui met aussi le site en danger. On l'aura donc compris, le patrimoine malien, ciment de l'histoire de la construction du Mali, est en péril. Cette volonté de faire disparaître le patrimoine malien, effectuée par des groupes terroristes de la région, est l'application d'une idéologie religieuse rigoriste, ne tolérant pas la diversité des formes qu'a pu prendre l'islam au cours de l'histoire. En effaçant le passé, cet héritage commun à l'humanité, ces groupes souhaitent faire disparaître une forme de diversité culturelle. Parallèlement, le patrimoine est parfois menacé, non pas par l'absence d'activité touristique due aux groupes terroristes, comme nous venons de le voir, mais plutôt à cause d'un tourisme de masse néfaste au lieu lui-même. C'est ce que nous allons voir avec le cas de Venise. Qui n'a jamais vu la cité de Venise avec ses habitations sur pilotis ? Ne serait-ce que dans certains films comme James Bond, Casino Royale ou encore Indiana Jones, La Dernière Croisade, sorti en 1989, pour ne citer que. Si Venise fait partie du paysage cinématographique, c'est pour la particularité d'être bâtie sur l'eau depuis l'Antiquité, environ au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est au Moyen-Âge, et plus particulièrement au XVe siècle, qu'elle connaît un véritable essor. Siècle au cours duquel Venise devient la cité qui domine le commerce en Méditerranée. Au cours de cette période, les îlots ont été consolidés, réunis, pour former un archipel, abritant une ville et des villages de pêcheurs ou d'artisans, comme à Murano. Des canaux séparent ces différentes îles et forment les axes de circulation de cette cité sur l'eau. De riches familles font bâtir de nombreux palais et chefs-d'œuvre architecturaux influencés par les différentes civilisations du bassin méditerranéen. On peut penser à la basilique Saint-Marc, construite en 828 et d'inspiration byzantine, ou encore le palais des Doges, d'architecture gothique vénitienne, reprenant des aspects des architectures byzantines et arabo-musulmanes. Les autres palais de la cité renferment des œuvres de grands artistes de la Renaissance comme le Titien, le Tintoret ou Véronèse. En 1987, Venise et sa lagune sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des millions de visiteurs sont attirés par ces paysages uniques, ce patrimoine artistique et les nombreux événements qui rythment la saison touristique, comme le carnaval, la biennale d'art contemporain ou encore la Mostra cinématographique, qui est un festival du cinéma. Cependant, aujourd'hui la ville se dépeuple, son centre historique abritant moins de 54 000 résidents permanents contre 180 000 en 1945. La mise en tourisme de Venise a fait fuir les locaux qui subissent l'augmentation des coûts du foncier, des coûts de la vie quotidienne, mais aussi les dégradations liées au tourisme de masse. Ainsi, un conflit d'usage entre les différents acteurs émerge. Certains citoyens s'opposent à la muséification de la ville, c'est-à-dire à l'évolution d'espaces patrimonialisés qui se spécialisent dans des fonctions touristiques au détriment des autres fonctions urbaines. Par ailleurs,
Venise fait face à de nombreux risques. Venise accueille 20 millions de personnes par an. Ce sont des touristes arrivés par avion, le plus souvent, pour le week-end, mais surtout des visiteurs qui viennent flâner autour de la basilique Saint-Marc pour la journée avant de repartir. Les canaux et les rues sont ainsi encombrés, les difficultés de circulation et les incivilités créent des tensions avec les résidents. Étant construite dans une lagune, l'écosystème vénitien est fragile et difficile à protéger. De plus, le tourisme de masse déstabilise l'écosystème fragile de la lagune. Les fondations des bâtiments de cette ville, sur pilotis, sont affaiblies par le passage des navires de croisière géants et les inondations provoquées par les marais, appelées aqua alta, mais aussi les tempêtes, en forte augmentation ces dernières années, fragilisant davantage la ville. Cette dernière s'enfonce lentement sous le poids de ce tourisme de masse. Face à ces risques, des solutions ont été proposées. En 1981, le coûteux projet de digue rétractable MOZ est lancé pour contenir les grandes marées. En 2012, le décret Clini-Passera devait interdire les paquebots dans la lagune. Une taxe à l'entrée de la ville est régulièrement évoquée pour permettre la limitation d'un tourisme pendulaire. Mais la volonté politique est faible et les aménagements retardés. Le chantier MOZ a déjà coûté plus de 6 milliards d'euros et il est marqué par un scandale de corruption d'1 milliard d'euros détourné et la lenteur des travaux dont la fin est prévue pour 2022 n'arrange rien au problème. Les solutions pour garantir l'équilibre du site sont ainsi difficiles à mettre en œuvre car la ville est très dépendante de la manne touristique. Pour conclure, le patrimoine est de par sa définition la transmission d'un héritage. Il fait donc l'objet de tensions entre divers acteurs, parfois utilisé dans le cadre du tourisme comme à Paris ou à Venise. Le patrimoine est parfois dégradé et doit donc être protégé par des politiques publiques fortes. Ailleurs dans le monde, le patrimoine est menacé pour d'autres raisons que les effets néfastes des activités touristiques. En effet, le cas du Mali nous a montré que le patrimoine pouvait être menacé pour des raisons d'abandon des pouvoirs publics, mais aussi à cause de groupes terroristes qui souhaitent détruire le patrimoine pour des raisons idéologiques. C'est en ce sens que le patrimoine fait l'objet d'une attention particulière depuis 1972 avec la création d'une liste du patrimoine en péril établie par l'UNESCO. On peut rajouter aussi le réchauffement climatique comme accélérateur de dégradation du patrimoine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo consacrée aux tensions et aux concurrences liées à la notion de patrimoine. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à ficher les vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouveau chapitre concernant les enjeux de la conservation du patrimoine.